Qu'arrive-t-il aux entrepreneurs malhonnêtes? Bonjour, je suis Sébastien Knight, entrepreneur libre, et chaque lundi, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une pépite issue de l'un des 500 meilleurs livres de développement personnel et professionnel que j'ai lus au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelques réflexions issues d'un livre très intéressant de Dan Sullivan, qui est un coach canadien, créateur d'une entreprise qui s'appelle Strategic Coach, qui a coaché des dizaines de milliers d'entrepreneurs à travers le monde. Et Dan Sullivan est l'auteur d'un mini-livre qui s'intitule « Never own anything that eats while you sleep ». En français, ça veut dire « Ne possédez jamais quoi que ce soit qui mange pendant votre sommeil ». En fait, ce livre, il est intéressant à double titre. Premièrement, il est intéressant par son contenu dont je vais parler dans un instant. Et deuxièmement, il est aussi intéressant par son format. Parce qu'en fait, ce livre a été réalisé par le staff de Dan Kennedy, son équipe en fait qui assiste à toutes ses conférences, ses ateliers, ses séminaires et ses formations. Et en fait, quelqu'un de l'équipe a pris le temps de noter les meilleures réflexions et citations de Dan Sullivan pendant une certaine période de temps, et ensuite de les regrouper dans un mini-livre. Donc en fait, il s'agit d'un livre de citations, tout simplement, voilà, avec des chapitres répartis par thème. Et sur chaque page, vous avez juste une petite citation comme ça de Dan Sullivan. Donc c'est un livre de citations de Dan Sullivan qui n'a pas été écrit par Dan Sullivan, mais écrit par des gens qui ont écouté Dan Sullivan faire ses conférences. Je trouve juste que c'est un concept génial et je pense que je sortirai sûrement bientôt un bouquin dans le même format. Mais il est aussi intéressant par son contenu parce qu'effectivement, Dan Sullivan, c'est quelqu'un de passionnant que j'ai déjà mentionné plusieurs fois sur cette même chaîne. D'ailleurs, dans les ressources de cette vidéo, je vous mettrai le lien pour plusieurs vidéos que j'ai réalisées au sujet des livres de Dan Sullivan, des vrais livres, pas des mini-livres, notamment ma vidéo sur comment définir votre plan à 25 ans et savoir en fait quels sont vos projets sur le long terme. Regardez cette vidéo, elle est très importante, c'est une des vidéos les plus importantes de cette chaîne, je pense, pour vous aider à voir loin. Et donc, je vous ai dit que je voulais vous partager quelques-unes des réflexions issues de ce livre. Comme vous le savez, je corne les pages des livres que j'aime bien, donc je l'ai littéralement massacré. Et au hasard, j'aimerais vous en mentionner quelques-unes et terminer sur la question qui est le début de cette vidéo, qui est « Qu'est-ce qui arrive aux entrepreneurs malhonnêtes ?» Donc, une des phrases qui m'a le plus marqué dans ce livre, c'est « Il est plus satisfaisant d'être utile aujourd'hui que de passer à la postérité. » Mais en fait, à la postérité, en fait, vous serez mort. Et donc, l'intérêt de graver votre nom dans le marbre et que les gens s'en souviennent plus tard est zéro pour vous. Mais même si on se dit, ok, je voudrais que les gens soient reconnaissants pour ce que je leur ai amené, mais en fait, concrètement, en termes de bonheur et d'expérience de vie, un livre très intéressant de Michael Csikszentmihalyi qui s'intitule Flow, F-L-O-W, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube, explique qu'en fait, ce qui fait qu'on est heureux, après de nombreuses études scientifiques, ce qui fait qu'on est heureux, c'est notre expérience du moment présent. Et notre expérience du moment présent est davantage liée à notre capacité de concentration et à ce que nous faisons, et à cette sensation de création et cette sensation d'être productif, et cette sensation d'avancer qu'on a dans l'instant où on est plongé dans une action qui fait qu'on ne voit pas le temps passer. Ça, c'est beaucoup plus corrélé à notre bonheur que des expériences qui viennent du milieu extérieur, comme le fait, par exemple, que quelqu'un vous dise « merci ». Et donc, c'est pour ça que c'est plus intéressant en fait de faire quelque chose qui soit utile, même si vous n'avez pas la chance d'être encore présent pour qu'on vous remercie des résultats. Par exemple, quand je fais les vidéos comme ça sur YouTube, quand je fais des podcasts, quand j'envoie des contenus, je sais que certaines personnes vont répondre aux emails de la newsletter en disant merci, ou certaines personnes vont mettre dans les commentaires de la vidéo, vont répondre merci, et j'en suis toujours très content, je réponds régulièrement, pas à tous les commentaires, mais je réponds quand même à pas mal de commentaires. Mais en fait, je suis conscient que ces vidéos, ces contenus, les livres, les emails, etc. vont impacter énormément de gens qui ne vont jamais dire merci. Tout comme il y a la règle des 1% sur Internet, et cette règle des 1% dit que seulement 1% des gens qui vont utiliser votre contenu vont ensuite interagir avec. Par exemple, sur Wikipédia, seulement 1% des gens qui lisent
des définitions, des articles, des contenus sur Wikipédia, eux-mêmes modifient. Alors que tout le monde peut le faire, n'importe qui peut se connecter à Wikipédia et modifier les pages et les mettre à jour. Mais il y a seulement 1% des gens qui lisent, qui s'inscrivent pour pouvoir modifier. Et parmi les gens qui modifient, 1% des gens qui sont inscrits pour pouvoir modifier font en fait la quasi-totalité de toutes les modifications sur Wikipédia. De la même façon, quand vous créez des contenus, vous pouvez avoir une vidéo qui sera vue par 100 000 personnes. Et sur les 100 000, si vous avez 1000 personnes qui vous laissent un commentaire ou ne serait-ce que cliquer sur le petit bouton pouce bleu, eh bien c'est un accomplissement énorme. Donc, c'est très important de ne pas compter en fait sur le remerciement, le pouce bleu, les commentaires, mais de compter sur la sensation de bonheur que nous on a à créer ce contenu, à créer nos produits, à aider nos clients, et ce même si on n'entend jamais les gens nous dire merci. Une autre petite phrase que j'ai adorée, c'est pour avoir quelques bonnes idées, il faut avoir énormément de mauvaises idées. Et c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu en filigrane dans beaucoup de mes vidéos. C'est l'importance en fait de ne pas hésiter à brainstormer énormément, ne pas hésiter à générer énormément d'idées, mais ensuite d'appliquer un principe que j'appelle l'essentialisme. Je tiens ce titre du livre que j'ai déjà chroniqué sur cette même chaîne. Je vous mettrai le lien aussi dans les ressources. Essentialism de Greg McKeown, qui est un livre qui explique pourquoi en fait très peu de ce qu'on fait a de l'impact. Et parmi toutes nos actions, toutes nos conversations, tous nos projets, eh bien, très peu sont essentiels. Ceux qui sont essentiels ont un impact énorme et la plupart, en fait, de ce qu'on fait, de nos conversations, de nos actions, sont triviales. Et si on veut avoir l'idée qui va tout changer, l'idée d'entreprise, l'idée de produit, l'idée de partenariat qui va tout changer, il nous faut générer, en fait, énormément de mauvaises idées. Et il faut aussi apprendre ensuite à ne pas appliquer nos mauvaises idées. Donc, premièrement, générer beaucoup et deuxièmement, avoir un filtre pour pouvoir choisir dans quoi on se lance. Donc, pour moi, c'est un principe que je répète régulièrement, c'est ce principe du one thing. Mais pour savoir quel est votre one thing, certaines personnes me posent la question souvent, c'est quelle va être ma passion, je ne sais pas quelle est ma passion, je ne sais pas quel est mon feu sacré, je ne sais pas quoi faire comme projet d'entreprise. Si vous ne savez pas quelle doit être cette passion, ce feu sacré, ce projet d'entreprise, la première étape, c'est de générer énormément de mauvaises idées. Vous vous asseyez avec une feuille ou vous discutez avec un ami et vous prenez des notes et vous dites, bah, tiens, une très mauvaise idée de business à lancer, ça serait de monter un restaurant italien en Italie. Sachant que je suis guadeloupéen. D'accord, ok, ça serait une très mauvaise idée. Je vais la noter. Une très mauvaise idée d'entreprise à lancer, ça serait de faire des outils logiciels pour les gens qui travaillent dans le secteur financier. Ok, je vais le noter. Et vous listez en fait plein de très mauvaises idées. Et ce qui se passe, c'est que quand vous appliquez ce principe de noter des mauvaises idées, j'en ai parlé quand je chroniquais le livre Save the Cat, eh bien, votre cerveau, en fait, parce qu'il est en mode, ok, ben, du coup, il n'y a pas de limite, on peut faire ce qu'on veut, on peut inventer n'importe quoi, eh bien, là-dedans, vous allez trouver la perle qui va tout changer et vous allez dire, ok, en fait, ça, c'est pas du tout une mauvaise idée, quoi. C'est une idée brillante. Mais avant d'avoir eu 30 mauvaises idées, vous n'aurez jamais une excellente idée. Et donc, maintenant, alors il y a énormément de citations, je ne vais pas toutes vous les commenter, mais il y en a une qui donne le titre de cette vidéo. Et cette citation, c'est « Les entrepreneurs ne sont pas naturellement plus honnêtes que les autres. » Les entrepreneurs ne sont pas naturellement plus honnêtes que les autres. Mais ils sont punis plus vite s'ils se mentent à eux-mêmes. Et quand je suis tombé là-dessus, ça m'a tout de suite fait un flashback de nombreuses interactions que j'ai eues avec des gens que j'ai choisi de ne pas avoir comme clients parce qu'à une certaine époque, j'organisais un mastermind donc, avec des entrepreneurs que je réunissais plusieurs fois par an pour pouvoir les accompagner dans le développement de leur entreprise. Il y avait un processus de candidature. Et dans le processus de candidature, moins de la moitié des personnes étaient acceptées. Et parmi les gens qui candidataient, j'ai souvent eu des cas de personnes où, au cours de l'entretien, je découvrais que ces personnes-là avaient une mentalité un peu borderline. Et donc, c'était hors de question de les accepter. Et pourquoi est-ce que je dis un peu borderline? C'est, en fait, si vous êtes salarié, alors, si vous êtes au chômage, vous pouvez être malhonnête tout le temps parce que les conséquences sont plus faibles. Il y a des gens qui mentent sur leur fiche médicale, qui mentent sur leur remboursement pour les assurances, bref, tout le temps.
Si vous êtes salarié, vous pouvez être malhonnête et ça peut marcher pendant un moment, pendant un temps. Vous pouvez travailler dans la banque et discrètement prendre... Alors, c'est très surveillé, mais il y a des gens, je le sais parce que j'ai une famille qui travaille dans la banque et qui m'ont raconté des anecdotes de gens, avant que maintenant tout soit super informatisé, mais qui ponctionnaient genre 15 centimes par-ci, 15 centimes par-là, sur des comptes de milliers de personnes, en mettant genre cotisation, carte bancaire ou qu'en sais-je, et en fait additionner sur genre 20 ans d'arnaque comme ça, et bien avant de se faire prendre évidemment, parce que si on le sait c'est qu'ils se sont fait prendre et donc ils sont en prison maintenant, ben ces gens-là en fait ont réussi à voler des sommes incroyables. Donc oui, bon ben, si vous êtes, en fait, vous pouvez être un menteur, un voleur et quelqu'un de malhonnête et ça peut fonctionner pendant un temps. Ça peut même fonctionner, il y a des gens sûrement qu'on n'a jamais attrapés et qui sont des arnaqueurs. Quand on est entrepreneur par contre, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi est-ce que c'est difficile? C'est parce que vous êtes vraiment responsable de vos propres résultats et que la réalité finit par vous rattraper beaucoup plus vite. Par exemple, j'ai eu le malheur de faire une séance de travail comme ça, où je me suis fait redresser le dos comme, chez un ostéopathe à Nice l'année dernière. Et je ne suis jamais retourné chez lui parce que, en fait, dans la conversation, cet ostéopathe me raconte tous ses problèmes avec la CIPAV, la caisse donc d'assurance maladie de retraite pour les entrepreneurs. Et donc, il m'a raconté tout ça. J'étais évidemment pas très relax parce qu'il était très stressé, visiblement. Et le mec, en fait, il a juste essayé de ne pas payer ses cotisations pendant, je sais pas moi, pendant 2 ou 3 ans. Il s'est fait rattraper. Ils lui sont tombés dessus. Et donc, maintenant, toute sa vie dégringole parce qu'évidemment, il n'a pas l'argent pour les payer. Parce qu'évidemment, en plus, il ne se rend pas compte, mais il fait fuir tous les clients parce qu'il parle que de ça tout le temps. Parce que si vous avez des problèmes avec les caisses et que vous êtes entrepreneur, vous allez très mal finir. Parce qu'ils sont plus forts que vous. Et en fait, de la même façon, quand je disais tout à l'heure, je faisais les entretiens avec les gens qui étaient candidats pour s'inscrire au Mastermind, il y avait des gens qui disaient oui, mais en fait, il n'y a pas de souci, je peux payer les frais d'inscription parce que j'ai mis de l'argent de côté, en fait je suis un peu malin, comme les gens ils me payent en cash, je déclare pas l'argent, et du coup, du point de vue de l'État, genre, leur chiffre d'affaires c'est genre 20 000 euros par an. Et les mecs, ils mettent sous leur matelas 180 000 euros par an, quoi. Et ils se disent, mais je vais jamais me faire attraper. Et du coup, c'est bon, j'économise en fait de payer, je sais pas combien de TVA, 20 000 ou 40 000 euros de TVA par an, et tant de charges sociales, en escroquant l'État. C'est pas... Alors, premièrement, c'est quelque chose qui mène pas très loin, parce qu'on finit par se faire attraper. Deuxièmement, par nature, en fait, les arnaques, la raison pour laquelle on se fait attraper, c'est parce que quand vous avez déclaré à l'État que vous faisiez 200 euros et que vous avez mis 1000 euros sous votre oreiller en cash, eh bien, vous arnaquez de ça. Et ensuite, petit à petit, votre activité continue à se développer parce que vous avez un avantage concurrentiel illégal, mais vous avez un avantage concurrentiel évidemment si vous ne payez pas d'impôts. Donc ça va se développer et en plus ça vous motive à faire encore plus. Donc vous vous retrouvez comme le mec dont je parlais à genre déclarer 20 000 euros et à mettre 100 000 euros dans votre oreiller et dans les murs de la cave au lieu de les payer à l'État. Ben oui, là l'arnaque elle est comme ça. Mais en fait, comme je dis, une arnaque, ça a une nature comme ça croissante. Et donc, petit à petit, là en l'occurrence, c'est arnaquer l'État. Petit à petit, en fait, cet appât du gain fait que vous allez vous retrouver à déclarer à l'État 25 000 euros et à mettre 300 000 euros au black de côté. Et au bout d'un moment, quand on va vous tomber dessus et qu'on va vous redresser pour les derniers 2 ans, 3 ans, 5 ans, eh bien, ça va représenter quand même 90% ou plus de tout ce que vous avez arnaqué et en plus, vous allez payer plus cher. Donc, autrement dit, vous allez y perdre. Et les gens qui me disent ça, les mecs qui me disent oui, mais en fait, j'ai trouvé une combine qui fait, voilà, je ne paie pas la TVA parce que sur la déclaration, je mets ceci, je mets cela. Ça finit toujours par, premièrement, leur retomber dessus. Deuxièmement, le mec, il me dit ça dans un entretien pour être candidat, pour s'inscrire à un programme de coaching. Bon, ça m'apprend 2 choses. La première, c'est ça m'apprend que non seulement le mec, c'est un escroc, mais en plus,
c'est un escroc qui parle, donc un escroc qui parle, il se fait toujours prendre. Deuxièmement, non seulement c'est un escroc, mais en plus, alors, il y a plein d'histoires de zones grises comme ça, il n'y a pas que l'histoire de TVA, mais non seulement c'est un escroc, mais en plus, il vient de s'inscrire à un truc où il me dit « Mais t'inquiète pas, je vais te payer ». En m'expliquant qu'il va me payer avec l'argent qu'il a en n'ayant pas payé sa caisse ou en n'ayant pas fait tel truc. Je sais qu'à un moment donné, le mec, il va me devoir de l'argent et il va pas me payer. Je le sais. C'est comme j'ai déjà parlé dans les entretiens d'embauche. Vous recrutez quelqu'un qui, dans l'entretien d'embauche, vous dit en fait, il s'est barré de son job précédent parce que l'ambiance était pourrie, les gens étaient désagréables, etc. Le mec, il va venir, il va mettre une ambiance pourrie, il va être désagréable. C'est sûr. C'est sûr. Il vous l'a dit à l'entretien d'embauche. Donc là, c'est pareil. Un entrepreneur, en fait, c'est pas par nature quelqu'un qui est forcément plus honnête que les autres. Ça veut pas dire que tous les mecs qui sont chefs d'entreprise, ils sont plus honnêtes que les autres. Mais par contre, ce que je pense, si vous regardez mes vidéos, c'est que ce qui fait en fait qu'on est sûr que ce qui fait qu'on a un avantage sur le reste de la population, c'est que le retour de bâton est beaucoup plus rapide. Le retour de bâton est beaucoup plus fort parce que vous ne pouvez pas vous raccrocher à toucher des indemnités ou quoi que ce soit quand vous êtes entrepreneur. Et du coup, c'est une bonne façon en fait de garder la bonne direction que de se rendre compte qu'en fait, là où tout le monde a un filet de sauvetage et où il y a des gens qui peuvent pendant des années taper dans la caisse ou même être malhonnêtes d'une autre façon, c'est-à-dire dire qu'ils font leurs 35 heures, mais en fait, ils sont au travail avec un jeu vidéo sur leur ordinateur, ce qui est une autre façon d'être malhonnête parce que c'est voler de l'argent à votre patron. Quand on est entrepreneur, ce retour de bâton, il est tellement rapide et tellement brutal qu'en fait, on ne peut pas se permettre ni d'être malhonnête envers les autres, ni d'être malhonnête envers l'État, qui est en fait les autres, ni d'être malhonnête, le plus grave, envers nous-mêmes, par rapport à ce qu'on s'est promis qu'on allait faire, par rapport aux décisions qu'on a fait de changer de vie d'entrepreneur. Parce que quand on a cette malhonnêteté-là, eh bien, on ne dure pas longtemps et donc, on le paye très très cher. Bon. C'est un livre très intéressant, encore une fois. Je ne sais pas s'il est possible de l'acheter. J'ai reçu en cadeau quand j'étais membre du programme Strategic Coach. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de sortir un livre de citations comme ça? Dites-le moi dans les commentaires. Si oui, je pense que je vais peut-être le faire. Sortir un petit livre de citations, je trouve ça brillantissime comme idée. On se retrouve lundi prochain pour une autre lecture d'un entrepreneur libre. D'ici là, si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir les vidéos, eh bien, sous cette vidéo, vous avez un lien qui vous permet de vous abonner pour recevoir gratuitement toutes les vidéos. Et sachez qu'en ce moment, je propose une offre spéciale sur mon livre « Le secret des entrepreneurs libres ». Vous pouvez recevoir le livre gratuitement avec plusieurs bonus. Tous les détails sont aussi dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain. À très vite. De marketing, développement personnel et développement professionnel que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un ouvrage qui fait référence malgré son titre un peu ronflant. Il s'agit du livre